Salut l'équipe. Y en a marre de ces clowns qui nous inondent de leur temps de running avec Strava. On en a tellement rien à foutre. Mais bon, puisqu'apparemment le jeu, c'est de faire le grossiste, moi aussi, je vais flamber avec mon chrono et show-off sur la durée de mes exploits, tout en évitant quand même le déguisement cycliste plus chaussures fluo. Car moi, mon chrono est bien supérieur à vos footings qui n'intéressent strictement personne. 10, car oui, c'est la 10e saison de votre show préféré du jeudi. Et en numérologie, le chiffre 10, ça émet une énergie puissante qui favorise l'autodétermination et le dynamisme. Rien que ça. 10 en body count, ça veut dire 10, et c'est déjà pas mal pour certains. Mais surtout, 10 en saison du First Day Show, ça veut dire beaucoup pour moi, pour nous, et je l'espère, pour vous aussi. Il y a 10 ans, pour la première du First Day Show, j'étais déjà derrière un bureau. Je voulais déjà me prendre pour Jimmy Fallon, j'étais déjà chauve et en surpoids. Mais alors, qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Eh ben, strictement rien. Et c'est ça, notre secret. Allez, bonne 10e saison à la famille. Salut l'équipe, on est jeudi et comme depuis 10 piges le jeudi, c'est votre First Day Show. On est ravis d'attaquer cette 10e année et pour ça on a réuni les deux qui sont déjà très indisciplinés, les deux avec qui on a pensé cette émission un sombre soir dans les studios de Wax, à qui on pense pour lancer cette 10e saison. Ça va les garçons, Thomas et Steph? Qu'est-ce qu'il y a déjà? L'autre il a une batte, ça part en fou rire, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses. Bon déjà, on est ravis que le First Day Show revienne avec ce retour de la NBA mardi soir, avec Victor qui a été merveilleux. J'ai l'impression que tout le monde a le smile et nous les premiers. Donc j'espère qu'on va pouvoir célébrer cette 10e année tout au long de la saison parce qu'on a prévu beaucoup de choses. Et on était obligé de commencer avec l'autre là qui est complètement cinglé depuis 5 minutes déjà. Je sais pas, il est fou. Salut tout le monde. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, content d'être là pour le début de la 10e année du First Day Show. Mais c'est vrai que tu parlais de la création de cette émission. Je me rappelle des vieux sandwichs que Wax nous avait offert de pain de mie bien pourri avec une tranche de jambon. Tu te rappelles ou pas? C'est recevoir. Wax, c'est recevoir. Ouais, merci Wax. Merci Wax. On t'embrasse évidemment. Ça marche comme ça, c'est dans le dur, c'est dans le dur qu'on a des bonnes idées. C'était Assaut. Tout à fait. Dans son studio. Très belle maison d'ailleurs. Très belle maison, mais c'est vrai que le catering n'était pas ouf. Hein. Il a raison. Le flip catering n'était pas terrible. On était pas là pour ça, les amis. Bon rillette Bordeaux Chanel. Avant de se lancer dans cette émission, parce qu'on a évidemment beaucoup de choses à dire sur les premiers matchs de cette saison 2025-2026. On a quelques annonces comme d'habitude. C'est le retour des NBA Classic Games. On s'est régalé lundi dernier avec le Jordan Flu Game, le Jazz face aux Bulls. Tu l'as regardé, Steph, ce match? J'ai déjà vu, ouais. T'as déjà joué avec une coulante? Un paquet de fois, ouais. Est-ce que t'as été aussi bon que Jojo? Mais là, c'était pas une coulante, là, c'était la grippe. Non, je pense qu'il avait la totale. Hein. Non, il avait mangé une mauvaise pizza, donc c'est clairement une coulante. Ouais. Il avait aussi la fièvre, il avait la totale. En tout cas, c'est un match match tous passé par là, non? Oui. Pas que sur l'internet basket. Pas que sur l'internet basket. Et c'est pas toujours très bien géré, n'est-ce pas, Thomas? Tout à fait. Changer le draws. Donc ce match, vous pouvez le retrouver évidemment donc sur la chaîne YouTube. Et lundi prochain, on vous propose un match de très haut niveau. KD face à LeBron, match 3 des finales 2017. On l'a commenté avec Thomas cette semaine. Match d'un niveau... Alors, on n'avait pas oublié ces confrontations, mais c'est un niveau de basket général et KD face à LeBron exceptionnel. On a été même limite surpris du niveau de la première mi-temps et de ce qui se passe dans le game. C'est l'un des meilleurs matchs qu'on ait pu commenter ensemble, enfin recommenter ensemble. C'est passionnant. On vous invite vraiment à être présent pour le Big Monday lundi soir. Vraiment, ça va être fantastique. Oui, j'ai mis une petite laine par rapport à mon édito parce qu'il fait un peu frais. Le chauffage n'a pas encore été mis, donc voilà, petite laine. C'est tellement frais que Thomas a mis les sabots de Kylian Jornet. Non mais je vous explique. Vous avez vu, il y a une tempête partout en France. Je suis là sur mon scoot. Comme ça, moi, quand c'est intempérie, je mets ses choses toujours. Quand il pleut, il vente, je mets mes petites savates. Il a son piolet dans son sac à dos. Pâte au gaz montante.
On a un du fashion, faut pas. Si vous n'aimez pas le flow, faut pas venir en parler. Ça, c'est lourd. C'est lourd, les gars. Le flow. Pour Alexandre III, je peux te dire que le flow, on adore. Quoi. Vous le savez, cette année aussi, on a lancé une nouvelle émission sur la chaîne Offense. Donc, c'est l'ancienne chaîne FT Sport qui est devenue donc Offense. On a sorti la première émission vendredi dernier. Steph, t'as regardé un petit peu le plus grand sportif de tous les temps? J'ai regardé la version 1 que vous avez envoyée dans le groupe. Voilà. Voilà. Écoute, la version 2, elle arrive vendredi prochain, donc vendredi 31, avec un énorme invité. Offense, donc le 31 octobre, donc sera le deuxième épisode. Pour Halloween, exactement. On aura vous êtes déguisé un très beau... Non, certainement pas. Un très bel invité. D'ailleurs, essayez de deviner qui est l'invité dans les commentaires. Et celui qui trouve, il n'aura rien, mais bravo à lui. Non, on pourra le mettre en avant. En plus, t'as donné pas mal d'indices. Ça va être facile à trouver. Disons qu'il est lié de près ou de loin au sport méca. Au sport auto. De près ou de loin. C'est pas du tout un bon indice. C'est justement un excellent indice. On verra, il est lié de près ou de loin, plutôt de loin, au sport mécanique, aux voitures. Ça va être dur de débattre, du coup. Oh non, arrête, horrible. Allez, dur. Ouais, horrible, c'est la famille en plus. On est un peu saignant sur ce début de saison parce qu'on est un petit peu excité avec ces premières journées. Allez, on va se plonger dans le sommaire parce qu'on a assez dit de conneries. On va essayer d'être un peu plus sérieux cette semaine. Faux! Voilà, le sommaire. On va aller avec les news. On a pas mal de choses à dire. On va revenir sur la perf, évidemment, des Français. Mais pas que, on fera un débat, sur Victor. Est-ce qu'on a déjà le droit de s'enflammer? Évidemment que oui, on reviendra sur cette perf monumentale. On ira un petit peu plus loin aussi, on parlera des Mavs, la palette sur Shea, qui était exceptionnelle sur un premier match qui a été tout autant entre les Rockets et le Thunder. Et puis on finira comme d'habitude par le premier quiz de la saison. On n'a pas changé les canapes, on sera encore tous serrés dans ce petit canapé pour savoir qui va remporter le premier quiz de la saison. C'est toujours très très important. On a fait le tour? Ouais, on est chaud. T'es prêt avec ta batte là? Ouais, je peux l'enlever la batte par contre pour de vrai parce que je sens qu'à tout moment elle peut partir et je vais avoir mal. Je fais pas ça. J'ai ça, ouais. Est-ce qu'on peut dire que t'as une batte cachée sous le siège de ta voiture? Oui, c'est vrai, effectivement. Elle est là, elle est présente. Et tu sais que j'ai mis une balle, j'ai acheté une balle et un gant aussi si jamais je me fais arrêter en disant que je joue avec mes enfants au parc de Saint-Cloud, mais alors que bon, c'est plus pour une autre utilisation. Pourquoi Brandon Harper, le mec, c'est un daron du Wisconsin, il fait des balles avec son fils. Allez, nous on va aller tout de suite dans les news, c'est bien plus intéressant. Allez, on commence dans l'ordre chronologique de ce début de saison NBA. On va aller du côté du Thunder, où avant ce super match face aux Rockets, il y a eu la remise des bagues. Thomas et Steph, on le sait, on est habitués. C'était une très belle remise, encore beaucoup d'émotions. Et surtout un design d'une bague très, très, très stylé. Ouais, c'est toujours un moment important pour lancer la saison après les quelques semaines de pré-saison qui nous saoulent. C'est le moment de récompenser, de célébrer les derniers champions en titre. Et là, le Thunder a fait les choses bien. Regardez, la bague, elle est magnifique dans une salle évidemment acquise à leur cause. Une espèce d'alchimie entre le public d'Oklahoma City et cette magnifique équipe. C'était très plaisant à suivre. Et puis en plus, tous les fans qui se sont déplacés ont été récompensés avec un bet de match. Donc tant mieux. Steph, le seul ici qui a une bague de champion, parce que Thomas, il a une bague, mais ça n'a rien à voir. Toi, qu'est-ce que ça... T'aimes bien regarder chaque fois? Moi, j'aime bien, parce que ça permet de se remémorer ce qui s'est passé la saison dernière, de voir... des nouveaux, la jaquette spéciale champion. Ouais, magnifique. La jaquette spéciale champion NBA est magnifique. Marc Daigneault, d'ailleurs, quand il a coaché avec un petit truc très sympathique. Écoute, ça permet de lancer la nouvelle saison. Ça permet aussi de créer un peu d'animosité avec l'équipe qui est là à regarder ça, en l'occurrence les Rockets. J'ai vu que Steven Adams était resté pour regarder ça, lui, ancien joueur d'OKC. Il était resté pour respecter ce titre d'OKC. Écoute, ça fait partie du rituel aujourd'hui. Un rituel qui est bien américain, mais qui se propage un petit peu aussi en France, puisqu'on sait que les champions, Paris Basketball, on l'a vu. On l'a commenté. A fait une remise de bague, donc voilà, écoute. Il restait 2 joueurs de l'année dernière, donc c'est dommage. Oui, mais qui va Monaco. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais ils vont célébrer tous les champions dans les autres équipes et tout. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ils vont, chaque fois qu'ils passent du côté de l'Adidas Arena, ils auront droit à leur petite cérémonie. On pourra revoir le t-shirt avec le sourire, parce qu'il l'a pas trop en ce moment. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on fera un débat là-dessus un jour? Peut-être. Ou pas. On va enchaîner tout de suite avec les Frenchies de la nuit. Il y en a eu beaucoup hier soir qui se sont... On reviendra, les gars, vous calmez-vous sur ce match extraordinaire entre les Rockets et le Thunder. Ça sera dans la palette si vous avez suivi le Summer. Les Frenchies, hier soir, il y a eu beaucoup de Français sur les terrains avec des fortunes diverses. Victor Wembanyama, on va en parler dans le débat évidemment. Zaccharie Zaché, malgré la très vilaine défaite des Hawks face aux Raptors, a été plutôt bon. Tom, qu'est-ce que tu as envie de sortir comme performance parmi tout ça? Oui, on peut commencer par Zaccharie. Hier, dans Clutch avec Rémi, on se posait la question de combien de points il allait marquer. On disait entre 12, on parlait même de 15 pour aller chercher une cote intéressante. Il commence avec 16 points pour ce premier match, avec beaucoup de paniers en opportuniste, où il se déplace bien et il finit avec des lay-ups. Il s'est même fait une petite entorse. Finalement, il est revenu, mais tu as raison de souligner que quand
les Hawks qu'on imagine top 6 à l'Est se font attraper par une bonne équipe des Raptors, bah, c'est un peu ce qui nous reste en tête. Je te laisse sur Moussa Diabaté qui a fait un vrai bon match aussi avec les Hornets, avec une victoire en plus. En sortie de banc, Charlotte qui a battu largement Brooklyn. Écoute, il se partage les minutes avec Ryan Kalkbrenner. Kalkbrenner, alors pas le DJ, le pivot. Le rookie, voilà, écoute, ça confirme ce qu'on avait vu sur la saison dernière, ça confirme aussi que Moussa Diabaté est un énorme rebondeur, voilà, et puis on est obligé de parler de Gershon un peu, non? Oui, bien sûr, la pré-saison avait été un petit peu compliquée, sur ce premier match d'ouverture, sur une victoire contre Cleveland, on s'aperçoit qu'il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de minutes et en termes aussi de responsabilité offensive, donc bon, là, ça reste un premier match sur les 82, il y aura forcément d'autres occasions de briller, mais bon, il y avait Michel Robinson qui était absent, il y avait Josh Hart qui était absent. Ils veulent le faire jouer poste 4, Karl Anthony Towns est installé en tant que poste 4 vraiment, avec deux vrais pivots, Ariel Hupko, enfin là, tu vois, j'y arrive jamais, terrible, tu vas nous le dire, Erwan. Hugues Porty, exactement, l'allemand d'origine togolaise, et Trey Jemison, que je déteste naturellement, mais qui est le poste 5 pivot remplaçant plutôt quand Mitchell Robinson est out. Donc voilà, c'est un petit match à 0 points pour Gershon Yabusele, le capitaine de l'équipe de France. Il faudra prendre aussi le bon wagon. On a l'impression, hier on a vu quand même des Knicks avec pas mal de nouveaux sets en attaque. On a vu un Jalen Brunson utilisé un petit peu différemment. J'ai trouvé une belle prestation de la part des Knicks. Il faudra prendre le wagon très vite parce que quand ça gagne et que t'es pas bon, attention. Un petit mot sur Nolan Traoré quand même. Hier, 8 petites minutes, 3 points. Il y a du monde avec lui, hein. Oui. Il y a 3 rookies sur ce poste-là et j'ai l'impression qu'il est numéro 3. Oui. Ben Saraf a starté, le russe Igor Demin a été très bon en sortie de banc. Nolan avait déjà pris une petite alerte par son coach sur le dernier match de pré-saison en disant il faut qu'il fasse un peu plus, qu'il soit un peu plus rigoureux avec le ballon et qu'il s'adapte au très haut niveau. Écoute, très petit match pour Nolan Traoré, mais pour l'instant il est derrière les deux autres rookies. Écoute, on espère que ça va s'arranger. Pour Nolan, on enchaîne, on va du côté de Philadelphie, les Sixers, qui sont toujours dans un état, on ne sait pas trop, de point d'interrogation. En tout cas, les Sixers ont gagné leur premier match sur le parquet du TD Garden avec un exceptionnel même, Tyrese Maxey, 40 points, 6 passes, 7 sur 9 à 3 points. C'est clairement lui aujourd'hui le patron de cette équipe, surtout, on va en reparler un petit peu plus tard, quand on voit l'état de Joel Embiid. Et Joel Embiid n'est même plus le numéro 2 de cette équipe, puisque le numéro 2, c'est un rookie, Thomas. Rookie qui a fourni terrible hier soir. VJ Edgecombe, qu'on a vu à son avantage pendant la pré-saison, a confirmé avec un match tout simplement record. C'est la 3e meilleure marque pour un premier match NBA, donc 34 points, 7 rebonds, 3 passes, 42 minutes de temps de jeu, 13 sur 26, ça a été magnifique. Alors le recordman all-time, c'est évidemment Will Chamberlain qui avait marqué 43 points pour son premier match en NBA. Et le deuxième, je vais quand même prendre mes notes parce que je le connais pas, puisque c'est un mec de 1954. C'est ça, Selvi? Attends, pour être vraiment très précis, c'est ça, Selvi? En 1954. Selvi Vartan. Voilà, qui avait mis 35 à l'époque. Mais VJ Edgecombe, c'est... c'est des blagues, ça, un peu. Oui, ça marche. Je respecte l'argumentaire de Thomas, j'écoute. Donc VJ Edgecombe, qui est un espèce de mix entre D-Wade, Jimmy Butler, il a très juteux. Deux gros tomards. Des énormes dunks, très adroit hier soir, il était magnifique. Un bel athlète. Ils sont quand même coutumiers de fait de bien drafter. Tyrese Maxey, bien sûr. Jared McCain, qui est pas en tenue, malheureusement, mais qui a fait une super... une super saison rookie l'année dernière, et s'il confirme avec VJ Edgecombe, qui est pour le coup un très haut choix de draft, mais qui a l'air d'avoir des prédispositions parfaites pour la NBA. Écoute, tout n'est pas finalement si sombre du côté de Philly. Un petit mot sur Joel Embiid hier, une vingtaine de minutes à peine, 4 points. Transparent, 1 sur 9 au tir, non? Ouais, on est inquiet, c'est juste une remise, un retour sur les parquets, mais quand je vois Joel Embiid à 4 points, 6 rebonds, 1 sur 9 au tir en 20 minutes... Franchement, les stats, alors on peut parler des stats, c'est son deuxième match après avoir joué 18 minutes en pré-saison. Le problème, c'est quand tu regardes le match. Il n'existe pas dans le Il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer, en fait. Ses coéquipiers le calculent pas. À un moment donné, il est tout seul ouvert à 3 points. Tyrese Maxey, le calcule. Il l'envoie dans le transit là. Ah ouais, incroyable. À 0 degré. Oui. Alors qu'il est pendant 10-20 secondes, Embiid demande la balle. Il le calcule pas. Écoute, c'est parce qu'ils estiment que pour l'instant, il est pas au niveau. Donc ils font comme si c'était un joueur lambda pour l'instant, Joel Embiid. C'était Joel Embiid, c'est devenu Joel Prisbilla, le mec. Oh, vache. Faut lui laisser du temps, évidemment, au MVP. Non, mais il faut lui laisser du temps. De toute manière, ils ont pas le choix. Il a un énorme contrat, c'est une superstar et il a depuis longtemps. Comme Greg Oden, ça.
Oui, il a fait un peu plus que Grégory. Il a fait plus, là où je te rejoins, mais faut lui laisser du temps, en fait. Ça a été des débats la saison dernière, c'est que moi, on l'avait dit d'ailleurs ici, c'est que moi je ne crois plus à la suite de Joel Embiid, je le vois plus dominer comme il a pu le faire. J'ai bien peur, et c'est physique, hein, c'est qu'il est cramé. Il est cramé. Paul George était out aussi. Paul George out, mais les Sixers gagnent quand même au TD Garden sans Paul George, avec un Joel Embiid l'ombre de lui-même. C'est un très bon match de basket, regardez sur le League Pass, il est très cool. Très cool. Très bon Derek White comme d'habitude. Ouais, et Jaylen Brown qui était un peu pété aussi, mais qui a quand même tenu sa place. Il y a eu beaucoup de cartons dans cette première nuit NBA. On va faire un point justement sur tous ces cartons, sur ces premiers matchs. Vous le voyez, Luka Doncic avec ses 43 pions, Anthony Edwards aussi qui met 41, Tyrese Maxey 40, on vient d'en parler. Alperen Sengun, match monumental aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué? Peut-être les 35 points de Ja Morant qui attaque sa saison. Est-ce qu'on va retrouver peut-être un Ja Morant comme on l'espérait il y a 3-4 ans? De nuit de NBA et déjà 8 joueurs qui ont marqué 35 points ou plus. C'est la NBA actuelle avec toujours plus d'attaquants forts et un jeu porté vers l'offensive. On a quand même vu des matchs serrés, des matchs avec de l'intensité et surtout des gars qui sont hors normes. T'as raison de parler de Ja Morant parce que il y a beaucoup d'attentes sur un éventuel retour à un niveau de MVP. Son premier match, c'est clairement un niveau de MVP, un match serré, un match où lui, il domine avec tout ce qu'on aime de lui, de la vitesse, du dribble, un peu d'adresse, du leadership aussi, du chambrage, et c'est ce qu'on apprécie avec Ja Morant. T'as raison, c'est peut-être, je veux pas dire le mec le plus surprenant de la liste, je vais pas aller jusque-là, mais c'est peut-être l'information la plus importante de ces grandes performances individuelles, parce qu'on imagine quand même Memphis se mêler à la bataille pour un top 6 de la conférence Ouest. Ouais, enfin moi j'ai envie de noter aussi les 41 pions d'Anthony Edwards sur une saison importante pour lui, où on le voit comme le futur visage de la ligue et pourquoi pas un prétendant au titre de MVP. Sur un premier match, en plus, il clôt le match avec un énorme tir à la fin. Et ça, on sait que c'est une évolution importante. Tout à fait. Exactement. Donc voilà, je voulais parler aussi d'Anthony Edwards qui montre, écoutez, moi, on a beaucoup d'attentes sur moi, je réponds présent sur ce match 1. Mais tu fais bien, Steph, d'aller sur Anthony Edwards. Allez, on termine avec un retour, celui de Michael Jordan. Alors, pas sur les parquets, malheureusement pour nous, ou heureusement pour lui en tout cas. Mais en tout cas, il est de retour sur NBC. Oui. On sait que c'est l'un des consultants, le consultant phare. On a vu ces images qui vraiment nous régalent à chaque fois. On rappelle, si vous voulez voir Michael Jordan jouer, c'est dans les NBA Classic Games et c'est sur la chaîne YouTube notamment. Jordan en off, on l'a vu dans cette interview. Et honnêtement, il a fait kiffer, il nous a mis des frissons. Il a raconté cette anecdote, Steph, je sais pas si tu l'as vu, où le journaliste lui demande, mais tu joues encore un peu, tu shootes pour la Ryder Cup. Et il a dit non, je joue plus du tout. Depuis des années. Depuis des années. Et il y a eu le passage où il explique que ça lui manque terriblement de jouer, d'être sur le terrain. Quand il voit les mecs actuellement, il a dit j'aurais aimé jouer contre ces gars-là. Donc en fait, il a toujours cette espèce de feu en lui. Et puis il a raconté cette anecdote à la Ryder Cup. Et toi, Thomas, maintenant que tu es un golfeur professionnel, tu vas pouvoir nous expliquer. Ça n'a absolument rien à voir. Juste, il était à la Ryder Cup. Il avait loué une belle maison apparemment. Il a loué la maison du propriétaire du golf de la Ryder Cup. Alors, on imagine le niveau. Et il est là et le gars lui demande, il y a les petits enfants. Basket, c'est vrai. Est-ce que tu peux pas tirer un lancer franc pour les petits enfants? Ça le saoule, lui, il a envie de jouer au golf. Il fait bon, vas-y quand même. Avec tout ce que vous avez dit, vous avez raconté à vos petits-enfants. Eh ben écoute, je me suis mis la pression. Michael Jordan s'est mis la pression pour tirer un lancer franc dans un jardin. Alors certes, un jardin de plusieurs hectares, mais devant un public privé, quoi, j'ai envie de dire. Et le journaliste lui demande, mais tu l'as mis? Il fait, bien sûr que je l'ai mis, gros, évidemment. Mais il dit, il s'est mis la pression. Ça montre à quel point, c'est du super storytelling. Et puis surtout, voilà, son côté compétiteur. Il explique surtout que ces gamins-là, c'est leurs parents qui leur expliquaient qui il était. Ils voulaient pas les décevoir. Ils voulaient pas les décevoir. On adore. C'est une super anecdote. Mais donc Michael Jordan, le meilleur joueur de tous les temps, ne joue plus au basket. Préfère jouer au golf. Voilà, c'est ça l'info. Et il rêve d'avoir une pilule qui le ramène tout à fait. pour pouvoir jouer. C'est vrai, Inside c'est dans Dragon Ball Z, c'est malheureusement pas dans la vraie vie. Inside d'excellence s'appelle. Le haricot magique. Le haricot magique, tout à fait. La question qu'on se pose, et on en parlait tout à l'heure avec Jérém et les gars à la rédac, pas du tout, c'est que, alors ils ont fait une interview chez lui. La question, c'est est-ce qu'il y aura plusieurs interviews tout au long de la saison, ou est-ce qu'ils ont fait 1h30 d'interview et qu'ils vont mettre plusieurs fois dans la saison? J'espère pas. J'imagine qu'ils vont le faire réagir quand même sur l'actualité, qu'ils vont être obligés d'aller le voir. J'espère. Mais c'est la question qu'on peut se poser. On parle de 10 millions de dollars ou un truc comme ça. Il a dit qu'il n'avait pas fait ça pour l'oseille. Bon, évidemment, il a pas besoin d'aller milliardaire. J'ai pas fait ça pour l'oseille, j'ai pas besoin. No shit, bro. Mais la bande-annonce, la reprise, la NBA. Oh là là, sur NBC. Frisson. C'est les gamins qui disent non, j'ai pas de souvenir. Les autres qui disent Michael Jordan avec cette petite musique. Bravo. Ils ont fait le métier, bravo. NBC fait un retour ultra remarqué. Vous savez qu'ils avaient les droits de 90 à 2001. Donc nous, finalement, dans notre carrière, dans notre carrière d'adulte, on a complètement oublié NBC. On a la musique en tête, mais il y a très longtemps. Par contre. Oui, mais d'enfants. Et donc de revoir tout ça, ils ont fait le pont entre la jeune génération et les anciens. C'est particulièrement réussi. En plus de la prod des premiers matchs, frérot, j'étais là, j'ai fait ah ouais.
Bon. Et Curry, ils sont trop forts en fait. Reggie Miller, très bon. Excellent. Reggie Miller, c'est le meilleur. Un petit point sur la déco de la maison de Michael Jordan. Il n'y a pas un ballon en tout cas, hein, mais il y a des sièges de grande qualité. Très haut niveau. C'est chez lui ça? Mais c'est ce qu'il a dit. Faire les bonnes sièges, j'ai l'impression sur les sièges. Ouais. On a la même passion, on n'a pas la même maison. Hein. C'est Michael Jordan encore heureux, merde, attends. Ouais, mais ça me fait rêver. Tu veux qu'il habite nous dans un petit T2? Un jour, j'ai envie d'avoir une maison comme ça. Ouais, il veut bagnoler. Alors, j'ai venu chez vous, hop, il a 36 mètres carrés, mais Michael Jordan. Non, mais attends. J'ai une petite chiennette là, je peux vous faire. On peut quand même dire. Vas-y, pardon, d'ailleurs, je veux déménager, je cherche un appartement. Si vous avez des T2 50-60 mètres carrés, écrivez-moi. Ce qu'on peut quand même dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une bonne nouvelle hier pour les droits en France. Que la NBA repart sur Beansport, donc on est content pour tous nos copains. C'était très attendu par la communauté au sens très très large, donc c'est une bonne nouvelle. Retrouver NBA Extra avec un joli studio. Magnifique. Bel upgrade. Ah ouais. Studio magnifique, digne des grandes productions américaines. On sait ce qu'on a dit, nous, ESPN ce matin. Ouais, tout à fait. Bravo. Juste un terrain de basket avec un panier gros. Ouais, il est quand même beau leur truc. C'est un peu bas de plafond pour le coup. C'est un peu bas de plafond encore. Parce que ça reste un immeuble, parce que on le voit, on a vu notamment en Prime aussi, aux États-Unis, c'est des hangars, donc tu peux mettre des terrains de basket. Là, à Bean, c'est un peu bas de plafond, mais on le voit, le plateau, il est magnifique. Et on les embrasse, les copains d'NBA Extra, et on leur souhaite à eux aussi une bien belle saison. Voilà, on a fait le tour des news. On va pouvoir se plonger sur ce qui nous a enflammé hier soir. On peut dire ce qu'on veut. Et oui, pour les pistes froides, oui, on va encore parler de Victor parce qu'il est trop fort. On dit toujours que c'est important de bien commencer sa saison. Bon, bah là, Victor, pour le coup, Victor, qu'est-ce qui vous arrive à vous? T'es fort. Dis-lui 2 fois, tu régales. Il régale, il est trop fort, Quel lancement! C'est pour ça que je suis là. Mais quel lancement! Et donc, Victor, pour son premier match, le direct, ça met un autre feu. Qui a dit qu'on n'était pas en direct d'ailleurs? Donc Victor a réussi un premier match de saison régulière exceptionnel. Il a même battu un record de franchise. Tu peux l'envoyer, Tom, d'ailleurs, le tableau stat direct. Je sais que c'était pas spécialement prévu, le box score, évidemment, la victoire très large des Spurs. On va y revenir, mais on va d'abord s'arrêter sur la prestation XXL de Victor. 40 points, 15 rebonds, 3 blocs. Les pourcentages, vous le voyez. On va revenir aussi sur le peu de tirs à 3 points pris. Messieurs, avant d'aller dans le détail de la performance de Victor, c'est l'aspect visuel qu'on a eu hier. C'est un mec qui a tout arraché, et on a vu surtout un regard, une attitude complètement différente. Ouais, franchement, ce matin, tu vois, je regarde le match sans spoil, et en fait, dès les premiers instants, tu comprends qu'il est hors norme, oui, mais que sa dimension physique a vraiment changé. Il détruit la défense des Mavs sur tous les aspects du basket, et surtout sur celui sur lequel on attend le plus, le jeu dans le périmètre et le jeu à l'intérieur. Franchement, j'ai pris mon pied ce matin. Tu sais, vraiment, je suis là, je regarde, je fais... Vous savez que c'est un peu comme mon cousin, tellement on apprécie ce gars-là et qu'on a des attentes autour de lui. Oui, c'est pas mon cousin dans la vraie vie, mais en tout cas, je suis attaché à lui, quoi. C'est mon cousin Tismé, tu vois. C'est ton cousin, tu as la même maison que Michael Jordan. Je suis en train de travailler le dossier. Et donc... Pardon. Oula. Et donc ce matin... Chat dans la gorge ou quoi? Et donc ce matin, j'ai vraiment pris mon pied. Et je sais que tout le monde a pris son pied, entre ceux qui ont regardé le résultat et les stats en premier, et ceux qui ont fait comme moi, qui ont regardé le match sans savoir. J'ai crié au moins une dizaine de fois, parce qu'il y a eu un nombre d'actions exceptionnelles, de dunk, de cross, de tir à 3 points, que ouais, franchement, j'étais juste heureux ce matin de retrouver un gars à un niveau auquel on l'avait jamais vu jusque-là. Bah écoute, moi j'ai fait à peu près, moi je m'en fous en fait de spoiler ou pas spoiler, mais je suis allé un peu sur les réseaux au réveil, et j'ai vu Victor, un truc de ouf. J'ai dit allez, je me lève, je vais sur le League Pass à la télé, dans le salon regarder le match, et c'est vrai que ce que j'ai vu m'a laissé bouche bée parfois sur certaines actions. Parfois, même à 7h30 du matin, me faire lever de mon canapé parce qu'il y a une action basket NBA, c'est très rare. Je vous imagine bien tous les deux. Oui, à 7h15. Ah ouais. Mais c'est exactement ça. Il y avait Liam, je disais, mais regarde, regarde mon grand. Ou quoi? Regarde mon grand, c'est ce que tu peux faire. Mais papa, faut aller à l'école, ta gueule. Regarde. Mais j'ai vu un truc hors norme, en fait. Je vais faire un parallèle cinématographique, c'est que j'ai vu un Avatar en fait sortir du laboratoire pour la première fois. Je dis mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a pas toutes les actions qu'il y a, ce sont des highlights, et puis ces axes de progression qui nous avaient tant vanté à l'intersaison. Je l'ai vu en action sur un match NBA, sur un match officiel. Voilà, on va revenir sur tout ce qu'on a vu par rapport à la saison dernière, mais déclarer que c'est peut-être l'été où c'est peut-être moi qui ai travaillé le plus au monde cet été, le dire en conférence de presse
et ensuite le retranscrire sur le terrain, sur un match à Dallas contre Anthony Davis, qui est peut-être le meilleur pivot de la ligue de ces dernières années, et ben j'ai envie de lui dire félicitations mon grand, parce que entre les mots et les actes, parfois ça suit pas, et là ça a suivi. Alors Anthony Davis, le meilleur pivot, c'est parmi les meilleurs pivots, on va. Oui. mais c'est un top 75, je veux dire, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire, voilà, c'est tout. Oui, t'as raison. C'est pas pour moi que je dis ça, j'ai compris. Oui, mais on avait compris ce qu'il voulait dire. C'est pour éviter à des mecs d'envoyer 2-3 messages. Oui, tant pis pour. Ils peuvent les envoyer. Ils seront bloqués. Très clairement. Non, mais ce qui est fou, c'est que. Bloqués après que je les insulte. Arrête. Non, mais ce qui est fou, c'est que. Tu vois, parfois, on disait, oui, c'est un alien. Moi, j'ai toujours trouvé le truc un peu... Alors, on l'a vu, là, l'alien. Hein, là, c'est vraiment un ovni, ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire, tu prends un joueur touquet, tu lui mets 99 partout, tu lui mets 2m30, bah, même dans le jeu, c'est pas aussi fidèle que ce qu'on a vu hier soir. C'est Sigourney Weaver qui est assistant coach. C'est clair. Non, franchement, c'est bluffant de facilité, de domination. Et tout ça ajouté à une victoire très large. Toujours le résultat collectif au centre du débat. Ouais, victoire Wembanyama. Donc, mais on a toujours vu que c'était un grand talentueux depuis les Mets. On voyait, il était plus grand que tout le monde. Il avait des mismatchs favorables. Il était capable de mettre des tirs très compliqués. Mais en fait, plus que techniquement, même s'il a progressé, même dans son dribble, ça va tellement vite sur ses premiers pas. Mais en fait, c'est le visage. C'est un Victor qui vivait sur son talent XXL. Là, j'ai l'impression qu'il a envie de détruire des mecs. Mais il le dit en conférence de presse, il dit moi j'en ai marre de perdre entre guillemets, parce que ça fait 2 saisons où les Spurs sont pas en play-in et ni en play-off, et là il a cette prise de conscience qu'on avait nous pour lui en disant la 3e année c'est la plus importante, à un moment donné avec tout ce qu'on a construit autour de toi, c'est le moment d'amener San Antonio dans les 6 et de jouer des matchs de post-season, et t'as l'impression que dans sa façon de démarrer le match hier, dans sa façon de jouer, dans sa façon de célébrer même les paniers, parce que on sait que Victor Wembanyama n'a pas de gimmick de célébration, mais quand il met son tir N1 à 3 points sur Derek Lively et qui fait comme ça un peu la potion magique de James Harden, t'as l'impression qu'il a compris que cette année-là, c'est l'année où il doit emmener les Spurs à la victoire, et il a la mentalité de on va gagner des matchs, on n'est plus là pour rigoler, pour expérimenter 2-3 choses et que je m'adapte un peu à la ligue. Ça y est, la 3e année, c'est l'année Victor Wembanyama, et je vais montrer à mes coéquipiers, surtout parce qu'il y a des jeunes coéquipiers, que je vais vous emmener là où je dois être sur la 3e année. Allons dans le détail un petit peu. Il y a une stat qui nous saute aux yeux, c'est 2 tirs à 3 points seulement pris. Quand on voit le comparatif par rapport à la saison dernière, on a un tableau d'ailleurs, alors ce n'est qu'un match, mais on a vu aussi que Victor, dans sa volonté, dans son changement d'état d'esprit, il y a ce truc de je me rapproche du cercle, je veux abîmer des mecs, je veux avoir des hauts pourcentages, et on sait que peu importe qui défend sur lui, c'est un mismatch permanent, Tom. Ouais, absolument, et dans ce qu'on a appris ces derniers jours par rapport à son entourage, en fait les 2 premières saisons, enfin surtout la 2e saison où il est au large, c'est que dans son esprit, il ne pouvait pas dominer à l'intérieur. Là maintenant, il peut. Et ça se ressent tout de suite dans sa pré-saison, mine de rien. Il s'est rapproché du cercle. J'étais curieux de voir si dans un bon match, tu vois, où il s'installe vite dans son game, est-ce qu'il va avoir un moment où il va tirer 3-4 fois sur une dizaine d'actions à 3 points, parce qu'il est capable. Parce que quand t'es dans un bon sport, bien ça, sûr. Tu peux dire, allez, je vais me faire quelques gourmandises. Très quand proche même. du texte. Voilà, il prend un tir à 3 points à 45 là, dans le 2e quart. C'est un bon tir qu'il aurait pu mettre, y a rien à dire. Et puis il prend un 2e tir où là, il est vraiment sur un nuage après dribble avec la faute de Derek Lively, et il marque avec la faute, tu vois. Il a le bonus, le lancer franc bonus. Je l'ai trouvé, mais ouais, c'est vrai, d'une concentration, voilà, l'objectif, le game plan est particulièrement respecté. J'ai adoré aussi qu'il joue tous ses ballons. Parfois, vous savez, on dit il a fait qu'une passe, il aurait pu faire un peu mieux. Les gros, quand t'es meilleur au basket, quand tu fais des 1 contre 1 et qu'il n'y a pas de prise à 2, il faut détruire le mec. Tant qu'il n'y a pas de prise à 2, détruis-le tout le temps. Et t'as raison de parler de prise à 2 et de défense de Dallas, puisque Dallas avait pris l'option de défendre en 1 contre 1 Victor Wembanyama. Et lui, il a dit pas de problème, je vais vous punir en fait. Et il s'est adapté. Peut-être qu'il y aura d'autres matchs, d'autres soirées où il sera doublé, voire triplé, et que là, ça sera des matchs où il fera 6, 7, 8 passes décisives. Mais hier, en 1 contre 1, il a compris qu'il était unstoppable en fait, et qu'il a maintenant ce galbe physique pour ne plus être systématiquement en déséquilibre sur ses tirs parce qu'on vient le taper à la hanche et tout ça. Là, tu sens qu'il a gagné un peu en masse sur les jambes et au niveau du gainage, au niveau de la hanche, et qu'il est plus, tu vois, en reculons. Il avance, il tombe plus, et il avance sur les gens. Moi, hier, la première mi-temps, quand je la mate, enfin ce matin, je me dis, en fait, il tombe pas par terre. Victor tombait souvent par terre. Et hier, dans les impacts, on voit qu'en fait, il fait tomber des mecs. On l'avait déjà dit un peu sur la preview, mais c'est l'un des grands changements. J'aimerais qu'on revienne sur son match-up avec Anthony Davis. C'est pas n'importe qui en face. Anthony Davis fait un match plutôt correct en termes de statistiques. Ouais, maladroit. Maladroit parce que
il a l'impression de se dire, avec le vécu qu'il a, mais qu'est-ce qui m'arrive? Contre qui je joue? On a l'impression qu'Anthony Davis a été réduit au statut d'un cadet France première année, deuxième division. Tu peux ajouter Derek Lively qui défendait sur Victor, et puis ensuite, il y a les fautes qui tombent. Une faute, deux fautes, trois fautes. Crédit aussi à Stephen Castle, dont on parlera tout à l'heure, qui provoque beaucoup de fautes. À un moment donné, dans la fin du deuxième quart-temps, Anthony Davis, il a 4 fautes. Il a 4 fautes. La seule action positive... Sachant que Gafford n'est pas là. Sachant que Gafford n'est pas là. Et il y a la seule action positive dans leur duel, c'est à un moment donné, il fait sauter Victor et il prend sa 3e, Victor. Je me dis, ah, relou. Hop, action d'après, il prend sa 4e. Bon, bah, Anthony Davis, qui est clairement la PUTE de Victor Wembanyama sur le match, va t'asseoir, mon grand. Va t'asseoir. T'es juste en train de te faire dominer par un gars qui est largement plus fort que toi. J'aurais pas pu imaginer meilleur départ pour Victor Wembanyama, clairement. Et on parle évidemment de son match à 40 points. En attaque, il aura tout fait. Puis il garde un impact défensif monumental. Il a envie d'être tout le temps dans les seconds rideaux et il change. Il est rentré encore une fois dans la tête de tous les Mavs. On a vu ce lay-up de Cooper Flag à un moment donné. Il a lay-up, tu veux dire. Il peut y aller, il s'est ouvert, il voit Victor arriver, il va dribbler. Il comble tellement d'espace et d'intervalles parce qu'il a toujours les bras comme ça. Il a les bras gigantesques et donc les intervalles de drive, les mecs ils y vont pas parce que Victor est là et qu'il est à la fois capable de couvrir le drive et d'être en même temps sur son mec. Il y a cette ombre dans la raquette où Derek Lively à un moment donné il se dit bah tiens c'est un petit hook peinard. Enfin, il a pris une gifle de Jeanne et Serge de volleyball. De ouf. Et puis en plus c'est pas des contres. Et puis en plus c'est des contres intelligents. Voilà, ça va sur un coéquipier. Parce qu'il y a des mecs qui contrent et qui envoient la balle au 4e rang. Donc c'est bien, ça fait un bloc. Mais là c'est un contre plus une balle gagnée en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout à fait. C'est un 2 en 1 et après il y a cette action où il tricote Derek Lively. Mais défensivement il est là, il en impose. Et puis il y a une stat pour moi qui est parlante, c'est les balles perdues mec. C'est parce qu'il joue beaucoup de ballons, il a beaucoup le ballon en main. 0 ballon perdu, alors que c'était quelque chose qu'on pouvait l'incriminer sur la première et la deuxième saison, c'est qu'il éparpillait beaucoup de ballons sur des mauvaises lectures, sur parfois des mésententes collectives avec ses coéquipiers. 0 ballon perdu. C'est ça. Pour moi, c'est exceptionnel. Steph, tu parles de mésentente avec ses coéquipiers. J'aimerais maintenant qu'on élargisse un petit peu sur les Spurs. Alors, on a vu une belle entente. Hein. Et les Spurs, ils jouent bien au basket. Il y a un mouvement permanent. On voit que le ballon bouge. On voit que Victor demande des sets pour lui, notamment quand il fait corne comme ça. Il y a beaucoup de mouvements et ça rend en fait la défense autour déjà d'un joueur qui est indéfendable. Il y a beaucoup de mouvements autour avec Stephen Castle qui a été notamment très très bon dans un rôle de meneur. On rappelle que De'Aaron Fox n'était pas là. Ouais, franchement, ils font un bon match en fait. Ils font juste un bon match de basket. Faut qu'on donne encore une fois beaucoup de crédit à Stephen Castle qui a joué comme un daron hier. Fort, hein. Qui a joué comme un gars qui est juste meilleur que les joueurs adverses. Alors évidemment, les Mavs, on a beaucoup parlé du fait qu'ils jouent sans meneur de jeu. En tout cas, Cooper Flag est meneur de jeu. Donc c'est PJ Washington qui défendait sur Stephen Castle. Stephen Castle, défensivement, il est énorme. Il fait beaucoup d'interceptions. Il court, donc ça donne beaucoup de ballons de relance et de contre-attaque. Hier, il est excellent. À un moment donné, sur la fin du match, il y a le petit frère Nembhard qui défend sur lui. Gros, il lui a fait un truc. Comme quand t'es en 1 contre 1 contre un mec qui est à 50 moins que toi, qui est moins physique, il le défonce sur un dribble un peu simple, et il lui met un tomard 2 pieds 2 mains dans la gueule. Je fais en fait, oui, lui aussi, il est dans l'apprentissage grand V de ce qu'il faut faire pour gagner des matchs de très haut niveau. Donc beaucoup de crédit à lui, parce que ça va être important d'avoir des gars performants autour de Victor s'ils veulent faire une grande saison. On sait que c'est un avaleur d'espace et qu'il aime courir, et il a la chance d'avoir dans son équipe Victor qui est un grand qui peut courir. Et on l'a vu d'ailleurs sur ce alley-oop en plein axe, qui est un alley-oop compliqué à faire, un passe lobé quand les deux courent. L'autre, il attrape le ballon, il jette le ballon en arrière comme ça. Et Stephen Castle, ça rend service quand t'as un grand qui peut courir comme ça. Et même sur les lectures de jeu, le ballon au bon endroit. Parfois, t'as des passes, tu te dis... ça va pas te marquer en disant c'est une passe lambda. C'est une passe lambda, mais qui est dans le bon timing et qui va permettre d'amener d'autres choses après. On peut parler de Dylan Harper aussi, qui était très bonne rentrée, très bon joueur, très bon Dylan Harper. À un moment donné, il y a cette espèce de passe va avec Victor, fin de tir. Oh là là, elle est lourde l'action. Elle est lourde. Victor, ah ouais. Et c'est long. Le jeu sans ballon Victor ne s'arrête jamais. Et souvent, il y a des coachs qui disent 95% d'un match de basket, c'est tu l'as sans ballon. Donc qu'est-ce que tu fais quand t'as pas le ballon? Si tu restes sur place, tu sers à rien. Victor, fin de tir, hop, il se déplace, ta part dans le dos. T'imagines que là, on se retrouve avec, allez, je vais grossir le trait, mais donc il a la puissance désormais de Giannis. On a vu du Giannis hier. Pas encore quand même. Non mais on se rapproche. Hier, je suis désolé, quand il va dunker sur Anthony Davis, quand il fait le dunk arrière comme ça, je vois du Giannis dans la puissance. Il y a du KD dans le dribble, et si dans le jeu sans ballon il se rapproche de Steph Curry, c'est... ouais. Voilà, attention, on est en train de s'enflammer. C'est pour grossir le trait. C'est qu'un seul match. Est-ce qu'on doit s'enflammer? Bien sûr que je m'enflamme, mon ami. Il y a un Français qui a mis 43 points, 15 rebonds pour son premier match, 3 comptes. 40, pardon. Il y a un truc qui est intéressant. Tu parlais de la transition du jeu direct. Alors il l'a fait avec Stephen Castle, mais c'est quelque chose qu'on va beaucoup attendre aussi avec De'Aaron Fox, qui est l'un des meneurs les plus rapides donc de NBA. C'est une relation, ça, sur des paniers faciles, de petit à grand à courir dans l'axe.
Et surtout qu'ils sont amenés, j'espère, à être une des meilleures défenses de la Ligue avec Victor. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire des stops défensifs et tu vas pouvoir avoir de la relance. Parce que quand Victor va prendre des rebonds def ou va contrer, il faut se projeter rapidement. Et ils ont des joueurs pour se projeter rapidement. Tu l'as dit, Castle va vite, Dylan Harper va très vite. Devin Vassell va très vite. Keldon Johnson est capable de courir. D'Aaron Fox, on n'en parle pas. Victor peut courir. Le plus lent de cette équipe, c'est peut-être Cornet Beef, quoi. Mais il y a un truc qui était intéressant hier. Vas-y. Dans la preview avec Erwan. Champagny qui start, il peut courir aussi. Champagny, c'est bien d'avoir un shooter, un vrai 3&D dans le 5 majeur. On s'est beaucoup posé la question avec Erwan de la complémentarité avec qui on imagine autour de Victor. Donc c'est Harrison Barnes qui débute sur le poste 4. Jeremy Sohan, évidemment, aura des minutes à un moment donné. Mais hier, il y a beaucoup de séquences où Victor joue 4 avec Luke Cornet, qui est un joueur hyper intéressant et hyper intelligent. Et ça marche, en fait. Ça marche parce que ça permet de répondre aux grandes line-up adverses. On voit bien que la NBA, il y a une tendance, avec beaucoup d'équipes qui jouent avec 2 intérieurs de grande taille. Houston, il joue avec 5. Houston, tu vois, hier, les Mavs, il y en a beaucoup. Le Thunder, ils ont 2 vrais intérieurs qui peuvent jouer 5 l'un ou l'autre. En fait, il y a beaucoup d'équipes comme ça. Victor peut aujourd'hui clairement se décaler en 4. Alors, on sait que l'année dernière, il se décale en 4, mais plus pour de l'adresse. Aujourd'hui, quand je vois la qualité de dribble, de passe et la vitesse d'exécution qu'il a, moi, je trouve que dans son dribble, il a quand même une évolution. Ça va tellement vite. Il perd pas la balle déjà sur le dribble. Avant, il faisait des erreurs. Là, hier, il fait aucune erreur. 3 points plus la faute sur Lively, mais qui fait un enchaînement de dribble, c'est Steph Curry ou Kyrie Irving. Mais il visait ça au Mets, donc à un niveau qui était plus bas. Là, ça va vite. Complètement. Victor, on l'avait vu s'échauffer à Brooklyn notamment. Il a 20 minutes à chaque fois qu'il s'échauffe de ball handling. Et c'est pas des plots comme Curry, comme les meneurs, comme les meneurs de jeu en fait, comme tous les meneurs de jeu. Et en plus, tu as parlé de Luke Cornet, qui est un garçon intelligent. Ils ont Kelly Olynyk qui était blessé hier, c'est-à-dire que ces mecs-là sont des bons passeurs. Et quand tu as un garçon à part, un spécimen comme Victor Wembanyama, c'est pas facile de jouer avec un mec qui fait de 24, de 25, peut-être qu'en 2 ans il fera 2,44 parce qu'il grandit. Il grandit tout le temps. Tu vois, il y a des spots de passe qui sont un peu particuliers. Et Olynyk, Luke Cornet, ils sont grands par la taille déjà. Même les arrières, oui, ils sont grands, mettent les ballons au bon endroit. Donc je pense que Victor Wembanyama va profiter aussi de la qualité de passe de ces garçons-là qui sont avec lui. Il y a un truc qu'on a peu dit, mais je le trouve très serein dans toutes ses prises de décision à mi-distance. Il a beaucoup de tirs, dont son dernier pour arriver à 40, il met un tir sur 2 mecs à droite, là, un peu comme Kobe et Jordan. Dans le short corner, là, fantastique. Il commence son match avec une énorme filoche à mi-distance. Si vraiment il confirme ce progrès et cette efficacité dans le tir à mi-distance, en fait, il sera juste injouable. Non, mais vraiment, disons-le, il sera injouable, et si son corps, évidemment, le laisse tranquille. Et donc, on peut commencer à rêver au plus grand titre individuel possible. On peut imaginer. Mais oui, ils ont gagné de 30 points à Dallas. Il sort à 5 minutes de la fin, tout le monde l'applaudit. Je regarde le box score, je fais, mais attends, il y a 30 points d'écart. Après, ils leur ont cassé le cul. Là, ils leur ont fait mal. Ils leur ont cassé la gueule. La tête. T'es très grossier sur ce début d'année. Non, j'ai dit le cul. Ouais, voilà. J'ai dit PUTE, je l'ai même pas dit à d'autres trucs. Victor, 40 points. Devin Vassell, 13 points. Donc, Stephen Castle, très bon, 22 points. Et on l'a dit, Dylan Harper en sortie de banc, 15 points. On pense aussi à Keldon Johnson. Et c'est 11 points de ton, forcément. Comment ils vont s'adapter quand De'Aaron Fox va revenir? C'est-à-dire que Dylan Harper va revenir sur le banc? Il est sur le banc, Dylan Harper. C'est peut-être Julien Champagny qui va venir sur le banc. Pardon, oui, Julien Champagny. Et Vassell. Je suis très curieux de voir la gestion de Devin Vassell. Moi aussi. On a dit, c'est grand perdant, franchement. C'était le deuxième meilleur joueur et tout. Bah on verra. Peut-être pas la première, peut-être pas cette année, mais c'est rien contre lui. C'est juste qu'au bout d'un moment, on verra. Le filtre, c'est qui filtre le mieux autour de Victor. Ça peut être lui, ça peut être lui. Mitch Johnson, bravo pour ta belle première. entame. Il y a une séquence là que j'ai vu tourner là sur un temps mort. Très intéressant. Il m'a régalé, gars. Des mots simples. La transition, on enchaîne. L'enchaînement des bonnes actions. Exécution, transition, et and again. On doit faire ça sur chaque action. Très intéressant. Et puis on le redit hier, moi j'ai trouvé la manière de jouer des Spurs où c'est pas juste on regarde Victor. Il y a beaucoup de mouvements. Ça court, ça remplit les colonnes là où il faut. Bon spacing. Il y a pas grand chose à ajouter. Le match est serré à la mi-temps. Oui. Tu vois, il y a 30 points à la fin, mais je veux dire, ils sont pas comme les Clippers hier qui se font ouvrir par le Jazz. Ils sont à moins 30 à la mi-temps. C'est pas le même match. Cata le Clippers. Non, j'ai bien aimé. Ouais, c'est une entame de saison. Ils avaient une chose à faire. Ils se sont cassé quoi, Erwan? La bouche. Le problème des Clippers, c'est que si tu rates ton début de saison, on sait que tu vas rater la fin, ça fait une drôle de saison. On aura l'occasion de détruire nos amis les Clippers. On a fini sur le débat là, non? Non, pas du tout. Il y a des réactions, justement. On va prendre ça en tableau. Il y a la réaction déjà de Stephen Castle, qui est forcément impressionné par son coéquipier, qui dit carrément que c'est le meilleur joueur de la Ligue. Je pense qu'il est le meilleur joueur de la Ligue. Ce qu'il fait ce soir, c'est ce qu'on attend de lui, peu importe
Qui lui fait face. Qui lui fait face. Il a raison. Franchement, là, il a montré un visage de candidat MVP. Après, on verra les autres. Parce que tu peux dire d'autres après ce moment. Bien sûr. T'as vu la réaction de ses coéquipiers quand il met le tir avec la truc. Mais même eux, ils sont choqués. Le banc est affolé. Mais oui, même eux, ils sont choqués alors qu'ils le voient tous les jours en entraînement. C'est dire. Réaction des Mavs aussi. Ils ont chargé, mais ils sont restés plutôt beaux joueurs, voire impressionnés. Jason Kidd nous dit en défense, il peut couvrir tout le terrain en attaque. Il peut couvrir tout le terrain en attaque. Il peut dribbler, dunker, je t'ai vu, Steph, sans sauter, peu importe sa taille officielle. Il a cette capacité à jouer partout. Ça le rend unique. PJ Washington, lui, nous dit en défense, il a contré des tirs, stoppé les alley-oops, coupé toutes les lignes de passe. On doit simplement être plus intelligent quand il est sur le terrain. Ouais, mais c'est pas gagné. Et ensuite, c'est Cooper Flag qui dit j'avais évidemment vu des vidéos. Les gars m'avaient dit qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça. Et tu peux vraiment le comprendre que quand tu le vois en personne. Donc voilà, réalité pour Cooper Flag, il a découvert le phénomène. Ah ouais, il a découvert le phénomène, le pauvre Cooper Flag, il a 0 points à la mi-temps. Ah ouais. Ça se voit que c'est un gars qui a de l'orgueil, tu vois, parce que son premier tir du troisième quart, il le met, tu dis ça peut être son match, un beau pull-up, et en fait il a été submergé par l'événement, par le niveau. Moi, vous savez ce que je pense de lui, je pense vraiment que c'est un gars à terme qui va être très très fort, c'est le plus jeune joueur de NBA, vous avez vu le line-up pendant le match, c'est quand même fou de se dire qu'il a 18 ans, bah là il a fait son âge, parce que le niveau défensif des Spurs était particulièrement impressionnant, il a forcé des tirs, il s'est précipité sur beaucoup de choses. Et collectivement, Dallas, c'est voilà, bien sûr. Honnêtement, c'est ton équipe un peu les Mavs hier quand même. On avait beaucoup de questionnements autour des Mavs. Cooper Flag en meneur, jouait très très grand, mais à tel point que même tu dois décaler des joueurs de leur poste naturel. Hier, on a vu une équipe qui est pas du tout en place. Non, on sait pas qui fait quoi, pas de hiérarchie. On sait pas où vont les Mavs. Pas du tout en place. C'est un garçon comme Klay Thompson qui a l'habitude de jouer dans des équipes qui sont très basket. Et ben hier, il y arrive pas en fait. Il s'y retrouve pas parce qu'il y a pas grand chose pour lui à se mettre sous la dent. Les premiers tirs de Klay Thompson hier, c'est des tirs de mecs. J'ai pas touché la balle depuis 5 minutes. J'ai pas touché la balle depuis 5 minutes. Vas-y, envoie. Et je m'en bats les couilles. À deux doigts de terminer par deux bras on dirait moi à la houpe, tu sais, quand j'ai pas touché la balle pendant 3 minutes, et quoi qu'il se passe, je vais envoyer. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est un peu plus embêtant quand c'est un NBA, quoi. C'est très faible collectivement. D'Angelo Russell qui sort du banc. Bon, quand il rentre, il est pas là non plus pour organiser. Donc tu t'aperçois que vivement Kyrie revienne pour mettre tout. Mais malgré tout, ça reste sur le papier une très bonne équipe. Alors il n'y a pas Gafford, il n'y a pas Kyrie Irving, mais il va falloir proposer autre chose. Là aussi, ça reste un échantillon d'un match où ils se sont fait détruire. Je pense qu'ils ont pris un coup derrière la tête hier. Ah ouais, à domicile en plus. Parce que les Mavs, mine de rien, je pense qu'ils ont top 6 dans la tête dans la conférence Ouest. Que AD s'est bien reposé depuis quelques temps et qu'il est censé être frais comme un gardon. Sur ce début de saison, je pense qu'ils ont pris une petite chiquette, une petite calbotte derrière la tête hier. En plus, c'est tes voisins texans qui viennent te détruire à domicile. Ça fait mal. Je pense que Jason Kidd, rappel à l'ordre, ça c'est clair. Une belle séance vidéo, je pense, qui va arriver aujourd'hui. Moi, je reste persuadé que les Mavs, leur début de saison, il est important. On sait qu'il y a beaucoup de monde sur beaucoup de postes, notamment sur le front de courte. Tout le monde n'aura pas à manger. Si tu gagnes pas, ça va commencer à faire la gueule et ça peut vite devenir embêtant à gérer en interne. On suivra ça, évidemment. Le prochain match des Spurs, on va voir la cote sur nos amis de Winamax. Vous le savez, Winamax qui est partenaire avec nous une nouvelle fois cette saison. Donc ça sera un match. Vas-y, Tom, prends-le. Les Pelicans, ils se déplacent à New Orleans. 1,84 Pelicans, 1,66 donc favori évident. Memphis, non? Ouais, dans un bon match de basket, dans un bon match de basket. Très intéressant de voir Yves Missi et Zion Williamson face à Victor Wembanyama. C'est demain, je crois. Vous le savez, on est reparti pour une saison avec Winamax. Donc forcément, qui dit repartir avec Winamax dit clutch le mercredi et le vendredi 17h, 18h avec Rémi Reverchon. Et vous savez, il y a toute la team de First Team qui va tourner dans cette émission. On sera le mercredi avec Thomas. C'est bien à Toulouse. Vous étiez à Toulouse, en fait. Ouais, c'était bien. On s'est régalé. Non, ce qui était cool à Toulouse, c'est qu'il y a plein de mecs. Il n'y avait pas Big Flo et Oli, mais il y a pas mal de gens qui se sont déplacés. Du coup, Erwan s'est un peu promené, tu vois, dans le public pour que les gars posent des questions. Non, c'est toujours passionnant et super sympa d'aller rencontrer le public un peu partout en France. Donc évidemment. Moi j'adore Toulouse. Toulouse, c'est lourd. Bah, tu sais pourquoi? Elle n'est pas gangrenée par les Parisiens. C'est tellement loin de toute manière. Ça se sent qu'il n'y a pas encore les Parigots là-bas. Vous avez pris l'avion? Ah oui, tout à fait. Ouais, l'empreinte carbone n'est pas ouf, mais bon, faire 19 heures de train pour y aller, ça m'a un peu saoulé. On a mangé un agneau. Ah ouais. De épaule d'agneau. Épaule d'agneau, cuit 8 heures avec des patates dans son jus, exceptionnel. Et c'était un grand silence autour de l'agneau, non? Ça marche tout. Et le gratin au mori. Exceptionnel. Bravo, j'ai oublié le nom du resto, mais c'est pas grave, c'était cool. Merci à Lindsay. Le Bistrotech, un truc comme ça. Oui. Bistro-Lautrec? Non. Je sais plus. Toulouse-Lautrec. Mais c'est un truc comme ça, dans le centre. Et vous avez fait une night la veille ou quoi? Non, mais il ne restait que 24 heures.
Erwan, il est pas sorti. Le mec il fait genre. Non, mais il avait un gros week-end, il est pas sorti. Ah oui, d'accord. Ça veut pas dire que je Ça suis fait sorti. 50% de l'équipe qui est pas sortie. Ça fait quoi. pas. Ça fait- Toi, t'es sorti, ça va Bah, évidemment. À Toulouse by night Toulouse by night, Alors, frérot. t'as vu Philippe Etchebest Bah, la night un peu night is young comme on dit, là elle était partie. Les gens sont C'était jeunes pourri. quoi, c'est vraiment une jeune. Night, Ils sont jeunes à Toulouse, donc bravo à eux, il y a une belle vivalité. Tu Et vois. puis je parlais Big Foley parce qu'avec Léon Marchand et Antoine Dupont, ils ont mis un peu de Tout à vie fait. sur Allez, il va falloir le envoyer la basket, caillasse apparemment, c'est ce qu'il dit. Quelle il va belle falloir manière envoyer. de terminer ce débat autour de Victor Wembanyama en parlant de la ville de Toulouse. On les embrasse. quoi. Victor Wembanyama. Wembanyama. Ouais, bon, écoute, c'est la première, hein, Wembanyama. c'est très compliqué. On va aller chez l'orthophoniste évidemment pour régler ce petit détail. On va quand même essayer de finir cette émission en articulant correctement. Place à la palette avec Shai Gilgeous-Alexander qui a régalé pour son premier match. Cette semaine, c'était donc l'opening night entre les Rockets et le Thunder. C'est Houston qui se déplaçait, c'est le champion en titre. Et on a vu un match de très 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 haut niveau. On a même vu, je pense, des Rockets dominants, des Rockets qui auraient dû gagner. On y reviendra à la fin de la palette. Mais finalement, c'est le Thunder qui s'impose 125-124. Et on a vu le MVP en titre régaler et surtout se réveiller en toute fin de match. Absolument, allez, 4 actions comme depuis plusieurs saisons dans le First Day Show pour se régaler et pour essayer d'analyser ce qu'il s'est passé. Bon, c'est assez simple, il les a détruits. Voilà, on y va tout de suite sur la première action. Comme toujours, on déroule et ensuite on s'arrête en palette pour essayer d'analyser ce qu'il s'est passé. C'est un bon joueur, hein. Bon joueur chez Gilgeous-Alexander. Allez, on y retourne. 91-85. Il reste 6 minutes 13 à ce moment-là dans le match. Tu le disais, les Rockets sont devant et font un bon game. À noter, Shai n'est qu'à 11 points à ce moment du match. On se retrouve donc dans une phase de transition, on va le dire. Un 3 contre 4, donc le Thunder est avec moins de joueurs. Il y a ce petit pic là, inversé, tac, de notre ami Hartenstein. Un écran posé. Limite, mais on joue quand même. Et Shai Gilgeous-Alexander va voir Sengun arriver. Et c'est ce qu'on adore des meneurs de très haut niveau. Il split l'écran, il a tout vu. Et ouais, il freeze, il s'est fait avoir le bon vieux turc. À l'opposé, ils sont très loin parce qu'ils se sont fait avoir. Ça donne un couloir de drive pour Shai Gilgeous-Alexander qui va finir assez facilement. Ce qui me bluffe toujours dans ce moment-là, les gars, c'est la facilité et la vitesse d'exécution de Shai Gilgeous-Alexander, Stephen. Tu l'as dit, écran très bien posé. Sengun qui est un peu sur-agressif, je pense. Surtout que Shai était en panne d'adresse sur le tir longue distance. Donc peut-être que tu aurais pu être un peu plus bas pour laisser. Mais c'est vrai qu'il a cette faculté à lire les décisions défensives ultra rapidement. Et puis quand tu as une maîtrise comme ça du ball handling aussi facilement, ça te permet de changer de direction. Il a des appuis hors normes. On va le voir sur les trois autres palettes. En termes d'appui et de footwork, Shai Gilgeous, c'est quelque chose. là-haut, ouais. Après, il se remet en confiance sur un lieu. c'est le panier pour moi qui va lancer sa fin de match. Complètement. Et elle va être incroyable. Mais écoute, on continue, tu veux voir des beaux paniers, Erwan, on y va tout de suite. Deuxième action pour SGA. Là, on est sur la toute fin de match. Action de grande classe, évidemment. Regardez-moi ça, on adore. Le public est debout là-bas dans l'Oklahoma. Donc 104-102, le Thunder est donc mené de 2 points. C'est Amen Thompson qui le prend. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle, très très haut pour éviter qu'il fasse un pull-up à 3. Mais là, le problème avec les joueurs comme ça, bah, c'est qu'ils ont tout en tête, à la fois le chrono et la technique. D'abord, ce petit stop and go, la main gauche, il est coutumier du fait, il adore faire ça. Amen Thompson défend plutôt bien, même très bien sur le drive, il arrive à le tenir. Le problème, c'est que le gars est tellement fort, il va faire ce pull-up qu'on voit depuis son année rookie du côté des Clippers, une toute petite séparation et une confiance dans le tir extérieur, Erwan. C'est l'impression que c'est un tir normal alors que c'est un tir ultra clutch. Là, c'est exactement la définition de good D, but better offense. Vraiment là, parce qu'Amen Thompson, qui est un défenseur féroce, qui a le bras sur lui, il est vraiment dans son cylindre, il est au contact, et cette manière de se lever droit, en fait, il fait même pas un fadeaway, il se lève droit, il arrive à créer la distance qu'il faut pour les sanctionner, c'est quasiment indéfendable, enfin c'est indéfendable. Après, il va sur un spot préférentiel. À lui, ouais. Complètement. Et tu dis, Amen Thompson fait une bonne défense. Sur la situation, oui, il prend quand même une énorme avonnée d'Ime Udoka, parce que Ime Udoka voulait qu'il l'envoie sur sa main droite, parce que Josh Okogie était là, justement, pour venir sur l'intervalle, il le fait pas, donc il C'est dur après sur la transition comme ça, sur le jeu rapide. Tu ouvres un peu, tu sais que t'as Okogie qui est là, qui vient fermer l'intervalle, au pire il va à droite, tu viens doubler et tu lui fais lâcher la passe, et je crois que Udoka était fâché parce que Sur le tournoi d'avant, il a dû lui dire. on sait que Shai, quand il arrive sur sa main gauche et sur ce spot de prédilection, c'est quand même des tirs très très confortables pour lui. J'aurais préféré le voir driver sur la main droite avec Okogie qui est là proche de lui. Mais bon, après, Sanctionné donc la voilà. défense de C'est limite Houston. un tir trop facile à ce moment-là. C'est Pour lui, peut-être, hein. l'idée du Doka. Oui, non mais Oui, voilà, oui. l'idée du Doka, plus que oui, on est là dans le canapé, c'est toujours pareil. Troisième action, on continue pour se délecter de SGA avec, tu parlais d'une palle d'adresse, et ben ouais. Sauf que là, on est dans la première prolongation et qu'il va marquer son premier tir à 3 points. On regarde toujours, ils sont là pour le coup devant dans la première prolongation, 3 minutes 41 à jouer. Toujours ce duel entre deux super joueurs qu'on apprécie. Déjà, il lui met un cross au tout début là, et finalement, Amen Thompson va revenir. Il y a un écart, mais tu le disais tout à
à l'heure, il est en galère avec son tir à 3 points, à 0 sur 8. Il a 0 sur 8, il fait même pas un écart de ouf, il prend ce tir un peu à contre-temps, mais comme c'est un joueur juste hors norme, il va mettre cette énorme filoche pour passer à +6. C'est aussi ça, Erwan, le truc du MVP, c'est que bah voilà, il est juste trop fort, il a trop confiance en lui. Bah là, c'est même pas sur des zones préférentielles à lui, c'est même pas sur un système appelé, c'est juste le talent, le feeling du game du moment. Je suis à 0,8, mais il est rentré, on l'a dit, dans son match, et là, c'est un tir. C'est dur, on l'a mis parce que plus pour dire que c'est un énorme tir, plus que faire une analyse technico-tactique. Non mais c'est 0 sur 8, il fait 1 sur 9 dans le match, voilà, c'est important, c'est en prolongation. C'est un tir à 0 sur 8, il y a un paquet de mecs qui auraient cherché autre chose qu'un tir à 3 points comme ça, ou qui est pas grand ouvert, mais si Amen Thompson est quand même encore bas en dessous de la ligne à 3 points et qui donne cette opportunité, cette ouverture-là, mais ça c'est un tir de mec qui est MVP, c'est un tir de mec qui a confiance en lui, c'est un tir de mec qui sait qu'il a mis 2-3 tirs avant et qui est revenu dans son match-là. Donc voilà, bravo à lui, parce que c'est un tir important. Celui-là, il fait mal à la tête, mais ils vont revenir du coup. Oui, ils vont revenir, parce qu'il y aura 2 prolongations. Vu, entre les 2 palettes avant la dernière, dans Starting 5 sur Netflix, il y a un truc qui est intéressant, c'est que lui parle de son évolution pour arriver à gagner le titre de MVP. Il dit, moi, ce qui a changé mon game, en fait, c'est de mettre des tirs à 3 points, en fait. Ouais. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ce type de match-là. C'est ce qu'on a vu contre les Pacers lors des finales. C'est qu'à un moment donné, si t'es efficace à 3 points, t'as plus aucune faiblesse dans ton jeu. C'est exactement ce pourquoi il est champion et MVP des finales. Allez, dernière action en palette, et là on est un petit peu plus loin dans le game. On est sur la 2e prolongation, il reste 1 minute, et il va faire du SGA en fait, tout simplement. Ils sont encore menés, hein. Ils sont encore menés dans les moments importants. Les Rockets font vraiment un match exemplaire. Cette fois-ci, c'est Rich Shepard qui défend sur lui, qui a fait un match très compliqué défensivement. On switch pour les Rockets. C'est Jabari Smith Jr. qui est plus grand que SGA, qui est bien en attitude pour le coup, mais malheureusement, qui sur les pas latéraux va prendre un petit cross. Belle latéralité, mais pas dans le bon sens. Un peu. Et il se fait son petit écart. Et là, franchement, c'est 9 sur 10 pour Shai Gilgeous-Alexander, ces tirs-là, Stephen. Franchement, il est exceptionnel sur les tirs à mi-distance. Cette faculté à lire les appuis du défenseur et le contrôle des appuis, la sûreté du dribble, parce qu'il lâche un dribble dans le dos. En regardant, tu peux dire que c'est facile, mais allez sur un terrain et faites ça et faites un dribble dans le dos, vous allez voir que parfois le ballon dans le dos, il va pas revenir sur la main gauche, et enchaîner sur un tir. Le défenseur, il sera pas 2 mètres derrière aussi, voilà, devant. À la fois, il y a la vitesse d'exécution, le ciblage de la fixation du défenseur, et puis cette technique est ultra maîtrisée. Le dribble dans le dos, là-bas, il lui revient merveilleusement dans la main gauche pour tout de suite déclencher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de temps entre le dribble dans le dos et le début de la prise de tir. Et Jabari Smith, il est trop en retard, mais il a beau être grand, il vient, mais son bras, il sert de viseur, en fait. Il le voit même pas, d'ailleurs. Moi, je fais ça, je me bloque le dos, je te dis direct. Match de MVP, en tout cas. 11 points à 6 minutes de la fin, il finit à 35. C'est énorme. Sur 16 minutes de temps de jeu, en comptant les 2 prolongations. C'est incroyable. 24 points marqués, regardez, c'est fou. Et tu le mets pas sur cette palette-là. Mais ce qu'il fait à KD sur la dernière action pour gratter les 2 lancers, il met KD sur des rollerblades, sur des skateboards, et KD il perd un peu avec tous ces changements de main. KD il perd la boule, et au bout d'un moment il quitte ses appuis et il va chercher la faute. Mais cette action-là, alors ça reste une faute provoquée, mais elle est merveilleuse quand elle est provoquée, cette faute sur Kevin Durant qui est plutôt un bon défenseur. Après les Rockets, ils avaient le match en main, tu l'as dit, ils font un très gros pourcentage de lancers francs, mais il loupe des lancers francs sur des moments capitaux. KD, Şengün aussi, qui fait, et Jabari Smith, je crois, qui fait 1 sur 2 à la fin. C'est ça l'écart après, pour être parmi les meilleurs. Ils sont 2e de conférence, mais c'est une nouvelle équipe. Mais on a vu la diff entre une équipe qui est neuve, comme Houston, qui perd 22 ou 23 ballons, et une équipe qui a un vécu collectif, qui en perd que 10 ou 11 après 2 prolongations. Alors, je vous suis pas totalement là-dessus. Pour moi, alors oui, il y a des lancers francs ratés. Oui, il y a une équipe qui a un vécu de champion et il y a une équipe qui a été un peu remaniée cet été. Moi, je reste persuadé que ce match, les Rockets le dominent la plupart du temps. Et ces Rockets le perdent dans le Money Time parce qu'il leur manque un meneur de jeu. Quand c'est Rich Shepard qui monte la balle, je trouve que Şengün, même s'il peut faire plein de choses... Après, il pète Amen Thompson qui sort parce qu'il crampe, il joue pas toute la fin de match. Même Amen Thompson, quand il est meneur dans les moments compliqués, il met Udoka... Il met deux tirs importants dans le Money Time, Thompson, pour je te parle pas de mettre des tirs, là. Je te parle à un moment donné d'un rôle de meneur pour mettre les ballons, annoncer les plays qu'il faut. Il met Udoka est obligé de prendre 2 temps morts pour que ce soit lui qui mette des plays en place et qu'ils aient le ballon devant le banc et qu'ils aient pas remonté. Sur les montées de balles et sur les gestions des choses dans le détail de ce qu'est le métier d'un meneur de jeu, je trouve que c'est là qu'il le perd. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ils ont perdu parce qu'il rate des lancers francs, ils ont perdu parce que l'équipe a un meilleur vécu, ils ont perdu parce qu'il manque un meneur de jeu. Je veux dire, tout est compatible. Mais ils perdent comme si c'était alors qu'ils font un meilleur match pour moi. Oui, mais ça arrive, c'est notre sport qui est comme ça. Là où tu as raison sur un meneur de jeu de métier, c'est que cette line-up excessivement grande lâchée par Ime Udoka
plusieurs fois sur la remontée de balle, que ce soit Amen Thompson ou même Jabari Smith Jr. qui remonte le ballon, et ils jouent sur le reculoir et ils ont du mal à monter la balle. Amen Thompson se fait cueillir à un moment donné, il veut faire un dribble croisé devant Shai Gilgeous, il lui tape la balle. Jabari Smith, sur une fin de match, il n'arrive pas à remonter le ballon, il est à reculons, il a le panier de dos à lui, ils sont en galère pour remonter la balle parce qu'ils prennent des pressions défensives. C'est la meilleure défense de NBA oui, en face. bien sûr. Mettons tout le contexte, ils vont pas affronter la défense du Thunder à chaque match NBA. En revanche, quand tu te projettes sur les grands moments de playoff, voilà ce qui vous manque si vous voulez faire un vrai coup en playoff. Mais moi, je suis sûr qu'ils sont, pour moi, c'est vraiment, ils sont dans le top 5, top 7 des meilleures équipes du plateau NBA aujourd'hui. Van Vliet s'est pété. C'est censé être le mec qui met un peu le ballon sur le bras, qui peut monter le ballon. Et Udoka a décidé de pas jouer, Holiday a joué 0 minutes. Aaron Holiday n'a pas joué. Alors que c'est celui qui se rapproche le plus d'un meneur traditionnel. Ils ont joué grand aussi, les Rockets. On a vu le Şengün qui joue beaucoup poste 4. Il fait un match monumental. Wow. Le Turc, 30 points, 11 rebonds, 7 passes D. Et tu vois, c'est fou ce que je vais dire. Il est très adroit. Il est dans la lignée de ce qu'il fait de l'Euro. Je trouve qu'on l'éloigne beaucoup trop du panier. Alors, c'est vrai que quand tu l'associes à Steven Adams, il est obligé. Mais est-ce qu'on n'est pas peut-être en train d'essayer de d'enlever Şengün les jours où il sera pas à droite? Je sais pas, parce que le problème, c'est que OKC a souvent défendu avec des petits sur lui, que ce soit Caruso, Caruso se mettre comme sur Jokic, Cason Wallace et ces mecs-là. Et il était certes loin du panier, mais être défendu par des petits loin du cercle, ça permet pas à la défense adverse de venir collapse, c'est-à-dire que t'es loin. Et il a beaucoup enfoncé en partant de loin du cercle. Je trouve pas que ça soit. Alors peut-être que ce sera la normalité. Je crois que c'était plus une configuration fait qu'on va poster, mais d'un peu plus loin en fait, pour éviter de venir se faire trapper, parce que si tu mets du post-up direct, qui est défendu par Caruso, il y a la trappe qui vient s'adapter tout de suite et ça te fait lâcher la balle. Là, en enfonçant comme ça, en plus, tu as des angles de passe un peu partout à droite à gauche. Écoute, on verra pour la suite. On a vu en tout cas que c'était bel et bien lui, le patron de cette équipe-là. On lui en demande beaucoup et il répond présent. Il fait un match extraordinaire. Il est colossal. Hein. Quel beau joueur. En fait, c'est dur de revenir sur son profil quand il fait un match comme ça, tu vois. Mais c'est pas son profil, c'est son utilisation. Mais on verra en tout cas dans le temps. Ça, là, t'as raison. Dans les gros matchs, si ils perdent sur la fin, on pourra en discuter. Mais là, j'ai trouvé c'est tellement. Mais je me projette un peu parce qu'hier, avant-hier, quand il met comme ça d'adresse, tu peux rien dire. Après, on sait que c'est un mec sur le post-up aussi, c'est létal. Mais là, il en fait des post-up en vrai. Oui, mais sur la durée, rappelle-toi avec la Turquie, combien de paniers il a mis en partant de la tête de raquette, parce que quand il dribble et qu'il fait son spin move où il vient finir comme ça, gros, il est quand même plus vite que la plupart des mecs qui défendent sur lui. C'est vrai que c'est pas un pivot qui prend la balle, tu sais, juste devant la raquette et qui va faire 2 dribbles et un hook. C'est un gars qui a besoin de se mettre en mouvement. Hop, il met ses fesses, tac, après il repart, il fait des feintes ligne de fond. C'est vrai qu'il joue un contre 1 de loin, mais de dos. Ce qui est quand même étonnant pour un basketteur de ce niveau-là. Un petit mot sur Kevin Durant, évidemment. Bon joueur de basket. À un moment donné, quand ils prennent un écart, là, ils ont, je sais pas, plus de 10 points d'avance dans le deuxième quart. C'est parce que KD, il a un coup de chaud et qu'on retrouve tout ce qu'on aime de lui, le mid-range avec des tirs impossibles. Il est merveilleux, ce mec. J'écoutais les commentateurs sur le jeu, ils disaient that's a layup. Tous ces jumpers, that's a layup pour KD. C'est vrai, gros. Mais surtout, je l'ai trouvé, et à l'image de ces Rockets, dans le collectif. Je trouvais qu'il y avait déjà un bloc équipe, une envie de jouer ensemble. Je trouve qu'une équipe qui est assez jeune finalement sous l'ère Kevin Durant du côté de Rockets, j'ai trouvé qu'il y avait déjà une équipe qui avait envie de jouer ensemble, qui défendait ensemble. Moi j'ai été très impressionné par les Rockets. Alors ils perdent, mais je me suis dit waouh, en fait ils sont bien plus en avance que ce que j'imaginais. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai aimé même, tu vois, quand Harrison a son petit coup de chaud, il met des tirs à 3 points, tu sens que ça fait du bien au collectif et ils sont là aussi pour faire un statement dès le début de la saison. Ils ne le font pas, mais en tout cas dans ce qu'ils ont produit, moi j'étais très séduit. Très séduit. J'ai hâte de voir les prochains matchs parce que vraiment je pense qu'ils peuvent faire directement un run pour se positionner parmi les meilleures équipes de l'Ouest. De cas sur les temps de jeu, parce que KD joue quand même. C'est un match en double prolongation, il joue 42, Şengün joue 47. Voilà, KD prend 10 minutes, bon. KD prend que 16 tirs en 42 minutes. C'est-à-dire qu'il est très propre. Et ils ont pas réussi à le trouver à la fin. Non, important, tu vois. Même, et il y a un truc, après c'est terrible, mais Caruso il est insupportable. Vous voyez toutes les actions où les mecs sont un peu sur le elbow, ils demandent la balle comme ça, un peu sans mouvement. Et Caruso, ils sont chiants, les gars du Thunder, ils sont toujours là à être agressifs. Ils sont terribles. Ils perdent un ballon aussi très précieux à la fin sur un transfert de passe en tête de raquette où c'est Lou Dort qui vient couper comme ça et qui vient voler le ballon dans les mains de C'est une défense exceptionnelle. Le Thunder fait un match défensif de très haut niveau sur les pressions défensives. Déjà, c'est incroyable sur la balle, même off-ball. Mais encore une fois, Houston ne va pas jouer la meilleure défense de NBA tous les week-ends. Donc voilà. On s'est régalé, on avait un super match. Et la petite histoire de, vous l'avez vu, AJ Mitchell
Oui, 16 points, qui était un peu le facteur. c'est un Nanterre en Bah, espoir. c'est un Nanterre en espoir, et je jouais avec son père à Nantes, Barry Mitchell, qui était une légende un peu du basket belge, qui était un Américain au passeport belge. J'ai joué avec lui une saison à Nantes, et à Nanterre, on m'avait dit, tiens, c'est le fils de Barry Mitchell, mais je l'avais perdu de vue depuis. Le mec, il est là, il a mis 16 points. Bah oui, il est champion NBA, le mec. C'est sa deuxième année. L'année dernière, il est un peu passé sous les radars sur le public français. Nous, on en avait discuté un peu entre nous. Il a eu des blessures, il a eu un peu de temps de jeu parfois. Il est champion NBA. Là, il rentre dans une. Alors, il n'y a pas Jalen Williams, mais il donne de très bonnes minutes et il est dans le collectif. Gaucher. Voilà. Pendant qu'Ousmane Dieng, malheureusement, n'est pas rentré hier. Et Jay Mitchell, lui, a eu du temps de jeu. Donc, bravo à lui. Et les Belges, s'ils avaient été au complet à l'Euro, ça aurait peut-être avec Toumani Camara et notamment Jay Mitchell, ça aurait été une toute autre équipe. On espère les voir, tous. Nous aussi, si on avait été au complet à l'Euro, hein, d'accord. Si tu veux raviver des mauvais souvenirs, Steph. Non, mais pour le coup, les Belges, ils ont pas gagné un match. Ouais, je sais. Mais nous, on a sorti en 8ème, donc je sais pas ce qui est le pire au final. Contre Mamou qui a joué 17 minutes. Ouais, qui a fait son game hier. Tu veux qu'on se ravive des mauvais souvenirs? Je vais te botter les fesses au quiz. t'as failli Même le s'il y a dire. une batte. Je viens de parler de fesses et t'as une batte, tu vas la poser quand même. Non, Allez. arrête tout de suite, arrête, c'est horrible. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, on est reparti pour une nouvelle saison et j'ai retrouvé mes colocataires qui sont bien installés hein, dans leur T1. C'est pas le présentateur d'offense ici? Possible. Hey Possible, je fais quelques extras quand même. C'est pas le clown que je vois sur la chaîne L'équipe aussi? Ah Impossible. Teste ce que tu fais. Je te laisse le dire en direct. Ça va Steph, t'es chaud? Ouais, super Tom. T'as trouvé que t'étais bon l'année passée en quiz ou pas? Non, pas terrible. Ouais, je t'ai trouvé aussi un peu en dessous. Ouais, effectivement. Donc, Là, j'ai l'impression que. Il était meilleur à Riga. Ouais, il était Ouais, meilleur à Riga, très bon à Riga. et ça tombe bien, tu fais bien de parler de Riga parce que le premier quiz ça va être un undercover. Oh, Vous en avez c'est fait beaucoup, exceptionnel. Bravo. beaucoup en Lettonie pareil. Beaucoup. On a fait que ça, Je gros. pense qu'en cumulé, on a joué 2 jours. Qui était le meilleur? D'ailleurs, je pense que je suis pas loin d'être tout en haut. La Rockies, je dirais que c'est La le Rockies bon, dernier. ouais. On embrasse évidemment Thomas Larocchi. J'ai devant moi 3 noms. Ouais. Je vais donner chacun. Hop. Étant donné un, vous regardez discrètement chacun et vous allez avoir 3 tours pour trouver qui n'a pas le même nom. Il y a 2 joueurs, donc 2 personnes qui ont le même joueur et un qui est l'undercover. Et tu sais pas, toi, qui? Moi je ne sais pas. Oui, Je vais voilà, décrire en personne ne même sait. temps que vous. Non, mais je veux dire, personne ne sait. Très bien. Allez Thomas, tu commences, premier indice. Pivot. Opening night. Sauce blanche. Ok, je sais. Ok. On peut dire qui est qui? Non, t'as 3 mots. 3 mots. Très bien. All-Star. Euro. Rodrigue Bobois. Très bien. Allez, dernier tour. Européen. Finaliste. Européen, finaliste. Rouge. Rouge. Bon, bah, Rouge. Hein? Rouge. Vous avez fait vos 3 tours. Très Est-ce bien. que vous êtes d'accord sur un mec qui serait l'undercover Oui. ou pas? Ouais. Oui. Ouais. C'est Thomas. C'est Thomas Dufan, l'undercover. Thomas Dufan. Ouais. Je n'ai aucune idée du mot qu'ils ont. Moi, j'ai Alperen Şengün. Moi aussi. J'ai Jokic. Il va sur sauce blanche, Rodrigue Bobois, Istanbul, bravo. Ah oui. Bravo. Bravo. Ah, pas mal. Allez, deuxième nom. Ça marche ton histoire Ouais, là. ça- Super, c'est drôle. bravo. Steph, tu vas commencer cette fois-ci. Allez, on t'écoute, Steph. Ok. Chanteur. Pardon. Conférence Est. C'était large. Potentiel. Ça s'est pas beaucoup mouillé hein, sur ce premier Ah ouais, bah là, je peux dire que. Déception. Blessé. Thomas Dufan, again. Ah, j'en ai marre, je suis plus undercover, c'est pas possible ça. Français. Ouais. Ouais, bah oui. Vincent Collet. Eh oui, Metz 92. Frère. Ok. D'accord. Allez, pour back-to-back Thomas Dufan. C'est Quoi, de vrai. pourquoi? Parce que je pense que... Moi, je pense que c'est Thomas aussi. c'est Thomas Mais Dufan. pourquoi? Attendez, pourquoi? Je peux me Mais défendre non, quand même. parce que- Défends-toi un peu. Mais j'ai le même que vous. Attends, c'est un mec de l'équipe de France que j'ai vu Ouais. cet été à l'Euro. Être une déception. Bah oui. D'accord. Bah oui, qui est du côté des Wizards. Très bien. Quel est le rapport avec un chanteur? J'en ai aucune idée. Voilà. Bon, bref, allez, c'est Thomas. Moi, j'ai Attends, Bilal Koulibaly. Oui, moi j'ai Bilal Koulibaly aussi. Moi, j'ai Zachary Zaché. Pourquoi tu es Washington, bâtard? Bah j'ai compris Il a que. compris, il a Il y a compris, un ouais. point de chanteur. Bilal? Bilassani. Non, Bilal, c'est un chanteur. Un chanteur de soul qui a fait des featuring avec des mecs du hip-hop et tout ça. Tu Bilal. l'avais, Mais Bilal Ok, Hassani, ça... Mehdi Maizi. Bah, tu l'avais ou pas, non? Bah non, personne l'avait en fait. C'est quoi Ah cette ouais blague? Dernier tour, là il y a un Mr. White, donc il y en a un qui a Bien sûr, rien. Si vous n'êtes pas dans la musique, Il y en a vous un êtes qui a pas rien sur son truc, c'est marqué bonne chance ou bon courage.
Ah, donc c'est Mr. White, ça? Ça, c'est Mr. White. Et. Putain. Ah bah, c'est à Erwan de commencer. Ouais, c'est à Erwan de commencer. Bah oui. J'espère que c'est pas Mr. White. Bah si, j'espère. Allez. On va rigoler. Rockets. Playoff. Taille. Oui, voilà. C'est bon, j'ai compris. Muraille. Pied d'argile. Il est bon, il a compris, mais c'est toi. Chinois. J'ai pas oublié de faire le troisième C'est tour. exceptionnel. Fruit qui n'est pas de l'amour. Yang. Bon, moi je vote pour contre Steve. Pourquoi Quels sont vos arguments? Non, Bah, parce que- je l'ai senti comme ça. Bah, T'as dit quoi? T'as dit playoff? Ouais. C'est exactement ce que j'aurais pas dit pour lui. Pourquoi? Voilà, playoff. Parce que Yao Ming, il est pas associé malheureusement au playoff. Bah, il a fait les playoffs avec T-Mac. Ça lui est arrivé. Ça lui est Alors, arrivé. pourquoi ça marche pas? Alors du coup, qui est Mr. White, C'est Erwan? moi, c'est moi. Voilà, c'est Ah, parce que Moi, je pense- attends. Moi j'avais bon courage, mais je connais pas le joueur. Je connais pas ce joueur, gros. Je pense que pour que ce soit mieux, il faut qu'on joue tous les 4. C'est un très bon jeu. Faut que j'annonce. Il faut que toi aussi t'aies un nom pour rajouter ce que d'incertitude, Ouais, parce que sinon, Ouais, bon, là, je me suis oui, fait griller c'est les une mecs, tu vois. tentative. C'est une C'est une tentative. très très bonne idée. On- Je me suis régalé. Si toi tu joues, ça va faire des quiz qui vont durer 2 heures. Et alors, on a un truc à vendre. On va rester. N'hésitez pas dans le chat, vous nous dites des noms qui se ressemblent comme ça, des profils de joueurs, comme ça on pourra faire la prochaine fois. Allez, on finit avec évidemment le qui suis comme Oh, putain. d'habitude. Oh, Messieurs, attention, Faut redressez-vous, que j'achète l'ostéo après, gros. Oh. puisque je suis né le 27 février 1983. J'ai Oh non. donc 42 ans. C'est pour tourner du fond, ça. Et Mais j'ai non, c'est pour Erwan. et j'ai quitté les parquets NBA en 2019, sans jamais avoir remporté de titre. Tcha. Mais commençons par le c'est pas commencement. Je fais ma fac dans la même fac que Wes Matthews. Ça vous aide? Oh, super, ouais. Oui. Ah oui, ça t'aide, merde. En tout cas, j'ai fait 3 ans là-bas. C'est quoi? C'est Wisconsin, ça, non? Trop belles années. Hein. Je pensais que ce serait plus dur, Wes Matthews. Ok, vous êtes pas mal. Attends, Ah, c'est j'ai un doute hein, Oui, sur oui, ce match. pas simple. Je serai drafté en 2004. Je reviendrai plus tard sur mon passage à la fac. Par une équipe à l'ouest. Ouais. J'y resterai Précis, 4 saisons jusqu'en 2008. Mes débuts sont compliqués. Déjà, le coach s'en va en cours de saison, relou. Et moi, je suis pas vraiment prêt physiquement. Notamment défensivement, où je souffre un peu. Je joue en moyenne 15 minutes lors de ma saison rookie pour 5,7 points. L'année suivante sera nettement meilleure. Je prendrai même quelques voix dans la course au 6e homme de l'année. Et oui, mon équipe fait un immense run et moi, je me révèle être un homme hyper important dans ces playoffs. 24 minutes en moyenne pour presque 10 points 2005. et je vais continuer à évoluer. Saison suivante, je rentre 61 fois dans le 5 majeur à l'ouest et je deviens un vrai bon défenseur en plus de mettre des pions. Je deviens surtout un starter de cette équipe texane. Mais à la mi-saison 2007-2008, alors que j'ai joué tous les matchs starter, je suis transféré du Texas au New Jersey. Devin Harris. Devin Harris, ça part là, Thomas, pour Il la, était où, Devin Harris, pour à la la fin première. C'est quoi? Il était, il me semble, à Wisconsin, non? Ah, c'est ça? C'était Wes Matthews, Bah, c'est tu l'avais Wisconsin. Ah oui, je l'avais, gros. Mais tout le monde me Attends. chie dessus quand je dis Wisconsin, gros. Attends, mais Bah, c'est je crois incroyable que ça. pour moi, Wes Matthews, c'est ou Michigan State ou Marquette. Non. Ouais, Marquette, non? Non, J'aurais dit non. Marquette aussi. Attends. Mais pas Devin Harris par contre. Devin Harris, T'as dit qui est, Wisconsin au hasard ou qui tu est l'avais? MOP. Ah, il me semblait que c'était ça, mais bon, qui après, est comme MOP tout du le monde a Big Ten rigolé, je dis, Tournament. ah, je dis, Ouais, je dis, Wisconsin, ouais. Attends, Ah ouais, il il remporte le oh là Big Ten là, Tournament. Disrespect ma Bravo, man. disrespect. Ah ouais. Après, j'ai dit, ouais, j'ai dit, c'est une ânerie, tout le monde rigole. Non, non, très, très fort. C'est pour ça que j'ai dit. ah, Devin Dommage Harris. que c'est le mauvais jeu quoi, c'est pas qu'elle fasse. Devin Harris, bravo Thomas, la première. Ah, bah, Bravo la première. La première, et Allez. cette année, on va noter. Donc, Il y a Devin Harris. donc ça fait une voix pour toi. Devin Harris. tout à fait. Devin Harris qui jouait à Dallas, donc, du côté Belle période, en de plus. Stephen. Ah bah là, il y a finale perdue, on adore. Merci les gars. Merci Merci à toi, Merci c'est toi, très bien. Giravino. Merci à Léo, c'était sa première dans le First Day Ah, Show. bravo, On a Léo. évidemment une pensée pour Paul Harrer qui donc a décidé de partir de son côté et donc c'est le premier First Day Show. Je pense que Paul c'est une grosse- Harrer. je pense que c'est une grosse erreur. C'est- Ah oui, depuis 10 ans, Polo a tout réalisé. A toujours dans la régie pour le coup, toujours fiable et toujours au garde-boue. Je veux dire, ça ne veut rien dire. garde à vous. Au garde à vous pour réaliser cette émission. Donc bravo à Léo pour sa première et on pense forcément à Polo. Exactement, voilà. Nous, on se retrouve lundi pour le Big Monday avec, on l'a dit, un NBA Classic Game de très haut niveau et surtout la libre antenne. Où vous nous appelez, on se retrouve jeudi prochain car le First Day Show, 10e saison. C'est parti la famille. Ciao, ciao.